Aux États-Unis, c'est un fondeur de Pittsburgh, John Brashear, qui va jouer le même rôle et créer l'école américaine de télescopes et de spectroscopes. On pourrait citer encore les frères Henry en France, simples opticiens à Nancy, qui construiront la grande lunette de l'observatoire de Meudon, qui deviendra le premier instrument photographique. Alors, au XXe siècle, les télescopes géants californiens, où naîtra la cosmologie contemporaine, seront eux aussi en grande partie l'œuvre de concepteurs complètement autodidactes. Par exemple, George Ritchie, qui était un ébéniste et qui sera l'architecte du grand télescope de 2,50 m du mont Wilson, mis en service à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et également Russell Porter, un personnage tout à fait extraordinaire, artiste peintre, architecte, explorateur arctique, qui lui fera la conception du télescope du mont Palomar, qui sera mis en service à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quels sont les objets d'étude des astronomes, principalement amateurs, qui dirigent vers les astres tous ces instruments de plus en plus performants? D'abord, naturellement, le système solaire, où s'illustreront, par exemple, M. Schröter, qui était un magistrat allemand et qui deviendra un célèbre observateur spécialisé dans l'étude de Vénus, Mercure et du Soleil. C'est lui qui découvre, par exemple, la granulation de la surface solaire. Et puis Heinrich Olbers, vous avez probablement entendu parler du paradoxe d'Olbers, pourquoi le ciel est-il noir la nuit? Eh bien, c'est ce monsieur-là qui est un médecin prussien et qui, lui, se spécialisera dans la chasse aux astéroïdes, avec la patrouille du ciel, entre guillemets, du baron hongrois Franz von Zach. C'est Olbers qui va découvrir les principaux astéroïdes comme Pallas, Vesta, etc. Et puis, M. Schwab, lui, est un pharmacien qui s'est mis en tête de découvrir une planète intramercurienne, c'est-à-dire plus proche du Soleil que Mercure. Il va passer plusieurs dizaines d'années à observer le Soleil en espérant observer le passage de cette planète devant l'astre du jour. Il ne la verra jamais, pour cause, il n'y en a pas, mais par contre, c'est lui qui va découvrir le cycle de 11 ans de l'activité solaire, parce qu'il a relevé, espérant toujours qu'il s'agissait de sa planète, toutes les taches solaires qu'il a observées pendant ces dizaines d'années. Alors plus tard, ce sont d'autres personnages dont vous avez certainement entendu parler, qui vont explorer le système solaire, et notamment la planète Mars. Percival Lowell est un patricien de Boston qui a été diplomate en Extrême-Orient dans sa jeunesse et qui a été enthousiasmé par l'idée qu'il y avait des canaux sur Mars. Et il va créer l'observatoire de Flagstaff en Arizona, où il se consacre à l'observation de la planète Mars. Et il va publier vers 1900 des livres qui auront un énorme retentissement, où en fait il invente les Martiens. Son observatoire, après sa mort, continuera à fonctionner. Il fonctionne encore maintenant. Au mois de septembre, j'y étais, j'ai visité cet observatoire, c'était très intéressant. C'est là qu'on a découvert la planète Pluton dans les années 30. Et auparavant, c'est là qu'un observateur qui s'appelait Vesto Slipher
a le premier observé la récession des galaxies. Alors les fantaisies de Percival Lowell ont été démolies par un autre astronome amateur passionné par la planète Mars qui s'appelait Eugène Antoniadi. C'était un grec de Turquie qui était de profession architecte, puis archéologue, puis historien, et enfin champion d'échecs. Il a étudié et travaillé en France avec Camille Flammarion, puis ensuite à l'Observatoire de Meudon. Et son livre sur la planète Mars, qui démolissait ceux de Percival Lowell, a fait autorité jusqu'aux années 50, 60, jusqu'aux travaux notamment de Carl Sagan et James Pollack. Alors, toujours dans les observations visuelles, il faut mentionner les gens qui étudiaient les amateurs qui étudiaient les étoiles, et en particulier Friedrich Bessel, qui était né en 1784 et était expert comptable dans le commerce, métier qu'il a quitté pour venir travailler avec Schroeter, que j'ai mentionné antérieurement, à qui Olbers l'avait recommandé. Et Friedrich Bessel va être le premier à mesurer la parallaxe d'une étoile qu'on cherchait depuis longtemps, en particulier que Herschel avait cherché en vain à mesurer. Il a utilisé pour ça un appareil de très grande précision, qu'on appelait un héliomètre, parce que ça servait à mesurer, entre autres choses, le diamètre solaire, et qui avait été construit par Fraunhofer. Et puis un autre amateur célèbre est William Parsons, Lord Rosse, un aristocrate irlandais, qui fait fabriquer par ces gens le plus grand télescope construit dans le monde avant les géants californiens du XXe siècle. Pendant l'année où il s'en sert, parce que, comme souvent les amateurs, il a été beaucoup plus passionné par la construction de l'instrument que par son utilisation, l'année donc où il s'en est servi, en 1845, Lord Rosse, avec son télescope de 1,82 m de diamètre, miroir en bronze de 1,8 mètres de diamètre qui pesait 4 tonnes, s'il vous plaît, et il observe les nébuleuses, et c'est lui qui nomme la nébuleuse du crabe, dont il distingue pour la première fois la forme hérissée, et c'est lui qui voit pour la première fois aussi les nébuleuses spirales. Alors, il faut mentionner également les grands observatoires d'étoiles doubles, qui seront, les étoiles doubles seront le terrain des amateurs par excellence. C'est eux, ce sont ces amateurs qui, en observant avec une patience et une persévérance extrême la révolution des étoiles doubles, vont les premiers peser les étoiles. Les deux plus grands sont Ercole Damboschi, un Italien de Milan, qui était officier de marine dans la marine autrichienne, et qui était le fils de Mathilde Damboschi, dont j'ai mis le portrait là, parce que c'est une femme que Stendhal a rendue célèbre, c'est la Méthilde du livre de Stendhal qui s'appelle De l'amour. Ça a été le grand amour frustré, d'ailleurs, de Stendhal. Ercole Damboschi a fait le premier grand catalogue d'étoiles doubles,
et qui a été exploité entre autres par un autre très grand spécialiste des étoiles doubles, un Américain qui s'appelait Burnham, et qui était, lui, sténographe auprès des tribunaux toute sa vie. Nous verrons qu'en dehors de ses observations des étoiles doubles, il jouera un grand rôle dans l'histoire de l'astronomie. Toujours dans les étoiles doubles, en France, il faut mentionner un type dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelait Henry Farman, et qui était un des pionniers de l'aviation et aussi un grand champion cycliste, et qui a été un observatoire assidu d'étoiles doubles. Alors, d'autres puissantes sources d'intérêt des